Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle plongée. Je suis votre animateur et je suis ravi d'être accompagné aujourd'hui par notre experte pour décortiquer un sujet qui, franchement, nous touche tous de près ou de loin. Bonjour tout le monde, ravi d'être là pour cette exploration. Et oui, le sujet du jour, ça remue pas mal de choses. Ah bah ça c'est sûr. On a tous en tête cette scène redoutée, une situation tellement universelle qu'elle donne des sueurs froides rien que d'y penser. Le décor, il est classique, le supermarché bondé à 18 heures. Oh, le fameux supermarché. C'est ça. La lumière au néon qui agresse les yeux, le bruit de fond incessant, on arrive enfin à la caisse, avec le caddie plein, et soudain, c'est l'explosion. Le cauchemar. Un enfant se jette par terre, il hurle, se roule sur le carrelage, totalement consumé par une rage qui semble incontrôlable. Ou alors, c'est un autre scénario, tout aussi oppressant, il est 3 heures du matin, le silence lourd de la nuit est déchiré par les pleurs inconsolables d'un bébé, et aucune berceuse ne semble marcher. Et dans ces moments-là, il faut bien avouer que la réaction de l'adulte, elle est viscérale. C'est biologique même. Le cœur qui s'emballe, non? Exactement. Le rythme cardiaque monte en flèche, la tension musculaire avec, un sentiment d'impuissance absolue s'installe, et très souvent, en une fraction de seconde, ça se transforme en colère. Ou en honte, face au regard des autres clients au supermarché, quoi. Ouais, c'est clair, l'exaspération totale. Du coup, c'est vraiment pour ça que l'ouvrage qu'on explore aujourd'hui est si spécial. La mission de cette immersion, c'est de décrypter le développement de l'intelligence du cœur, ce qu'on appelle le quotient émotionnel. C'est un point clé. Et le truc important à retenir, c'est que ce livre, il ne s'adresse pas uniquement aux parents en détresse. C'est pour quiconque interagit avec des enfants, et même pour tout adulte qui cherche à comprendre ses propres bagages émotionnels et ses réactions épidermiques. Parce qu'il faut garder à l'esprit une réalité qui pique un peu. L'enfant, il agit très souvent comme un miroir grossissant. Ah ouais, le miroir qui pardonne pas. C'est ça. Il reflète sans aucun filtre nos propres failles intérieures et les limites de notre patience. Alors, posons d'emblée la problématique forte de ce livre. Pourquoi les adultes se retrouvent-ils si démunis face aux tempêtes émotionnelles des petits? Et pourquoi les conseils traditionnels, le truc qu'on se transmet depuis des générations, semblent si souvent empirer les choses? C'est tout le cœur du problème. Pour illustrer ça, l'auteur partage une anecdote vraiment frappante. C'est l'histoire de la petite Margot, 14 mois. Elle se réveille tout le temps la nuit, sa mère, au bord de l'épuisement, consulte une pédiatre. Et là, le verdict tombe, formulé comme un diagnostic de garagiste. Le fameux diagnostic médical froid. Voilà, la pédiatre dit, en gros, le problème c'est l'allaitement, elle s'endort au sein, donc elle panique seule. La solution, laisser pleurer l'enfant seul dans le noir pour, je cite, l'habituer. Et ce qui ressort de cette analyse du livre, c'est la violence silencieuse de cette recommandation. Une recommandation qui a été la norme pendant super longtemps, hein. Et qu'il l'est encore parfois. Absolument. La mère fait confiance à la médecine, elle applique la méthode. Margot pleure. 40 minutes de sanglots. 40 minutes, c'est interminable. C'est une éternité pour un bébé. Et le résultat va. L'enfant ne s'habitue pas du tout à l'indépendance. Son système nerveux se met en alerte maximale. Elle finit par se réveiller toutes les 2 heures, mais terrorisée. C'est glaçant en fait. Notre société a bâti ces modèles sur un dressage comportemental. L'idée de base, c'est de forcer l'enfant à s'adapter aux horaires de l'adulte, en ignorant totalement son développement neurologique. Mais attends, on entend tout le temps dire que c'est comme ça qu'on forge l'autonomie. En ne cédant pas, quoi. C'est le fameux truc de couper le cordon. Ouais, c'est une des plus grandes erreurs de la psychologie traditionnelle. Et les neurosciences actuelles sont très claires là-dessus, elles le réfutent totalement. Vraiment? Oui, imposer une séparation brutale au nom de l'autonomie, ça ne crée pas un enfant indépendant. Ça crée une énorme angoisse d'abandon. L'autonomie véritable, la vraie capacité à explorer le monde, elle se construit sur un socle de sécurité absolue. Jamais sur la rupture du lien, du coup. Jamais. D'ailleurs, le livre précise que quand la mère de Margot a rejeté ce dogme pour écouter son instinct et qu'elle a recollé le lit au sien, le problème s'est évaporé. Ah waouh. Juste comme ça. Juste comme ça. L'enfant faisait pas de caprice, elle cherchait ses repères de sécurité, une présence, une chaleur. C'est fou de réaliser qu'on peut aller à l'encontre de l'instinct de survie par simple obéissance à un médecin. Mais le livre nous invite à revenir à la base, à la définition du mot émotion. Tout à fait. Linguistiquement, émotion vient du latin ex movere, un mouvement vers l'extérieur. L'auteur explique que c'est pas une manipulation et ça m'a fait penser à un truc. C'est comme la soupape de sécurité d'une cocotte minute. Ah, l'analogie de la cocotte minute, elle est parfaite, c'est exactement ça. Bah oui, la vapeur sous pression doit sortir. Et la physiologie humaine fonctionne pareil. Face à une peur, une frustration, la pression monte.
Pleurer ou crier, c'est pas un défaut de fabrication. C'est la soupape de sécurité de l'organisme, un processus de guérison en temps réel. Attends, vraiment? Une guérison physique? Ouais, par exemple, les larmes d'émotion, elles contiennent du cortisol, l'hormone du stress. En pleurant, le corps expulse physiquement ce stress. D'accord, alors si je pousse ma métaphore de la cocotte minute. Si un bébé pleure et que l'adulte lui enfourne une tétine dans la bouche directe pour qu'il se taise, on fait quoi là? On met un bouchon en plomb sur la soupape? C'est exactement ce qui se passe. On a le silence dans le salon, super, mais à quel prix pour l'enfant? La tension, elle est ravalée. Elle disparaît pas, elle reste à l'intérieur. C'est ça. Le corps imprime la charge. L'auteur lie ça à plein de symptômes physiques que la médecine classique comprend pas toujours. Des poussées d'eczéma, des otites à répétition, des troubles du sommeil profond. Le corps décharge par le physique ce qu'il n'a pas pu décharger par l'émotion. Exactement. C'est un point de bascule cognitif majeur, je trouve. Toute notre culture valorise l'enfant silencieux. Le compliment suprême, c'est quand même « Oh, il est sage comme une image ». Sage comme une image, oui. Mais le livre nous met face à la réalité. Une image, c'est inerte. Un enfant systématiquement silencieux, c'est pas forcément un enfant épanoui. Souvent, c'est un enfant qui a tué ce mouvement de la vie en lui par peur du jugement ou par terreur de perdre l'amour de ses parents. Et c'est là qu'on arrive à une contradiction fascinante du comportement humain. Laquelle? Si ce mouvement de la vie est si naturel, pourquoi il déclenche autant d'hostilité chez nous, les adultes? Pourquoi la colère d'un gamin de 3 ans provoque une fureur disproportionnée chez un adulte censé être rationnel? Oui, c'est vrai. Comment un adulte de 80 kilos peut se sentir menacé par un bout de chou de 15 kilos au point de lui hurler dessus? L'analyse de l'auteur est sans appel. Nos réactions exaspérées, elles prennent racine dans nos propres blessures d'enfance. C'est de la résonance. De la résonance. Tu veux dire quoi par là? Eh bien, si un adulte, quand il était petit, n'a jamais eu le droit de pleurer, qu'on s'est moqué de ses larmes, ou qu'il a dû étouffer sa propre colère pour survivre dans un foyer rigide, il a dû se forger une armure. Une carapace, quoi. Donc quand il se retrouve face à son propre gamin qui, lui, ose s'exprimer librement, ça fait court-circuit. Totalement. L'inconscient ne supporte pas le spectacle. Voir l'enfant hurler sa rage, ça révèle la douleur enfouie de l'adulte à qui on a interdit cette rage 30 ans plus tôt. Oh waouh! Donc la fureur du parent, Ce n'est qu'un mécanisme de défense désespéré. Il veut faire taire l'enfant en face de lui pour ne pas entendre pleurer son propre enfant intérieur. c'est puissant ça. Mais bon, soyons pragmatiques 2 secondes. Je me fais l'avocat du diable. Je t'écoute. Si on valide absolument toutes les émotions, si on écoute chaque pleur, est-ce qu'on risque pas de créer des petits tyrans rapants? C'est le fameux mythe de l'enfant roi à qui on passe tout sous prétexte de bienveillance, non? C'est l'objection numéro 1 des partisans de l'éducation autoritaire. Mais ça repose sur une confusion tragique. Il y a un gouffre entre 2 concepts. Satisfaire un désir et accepter une émotion. D'accord, c'est pas la même chose. Valider l'émotion ne veut absolument pas dire céder au désir. Prenons un exemple concret du livre. Retour au supermarché. L'enfant voit un jouet clignotant hors de prix. Il le veut. Le parent dit non. La limite est posée. Et là, l'enfant entre dans une rage folle. C'est là que tout se joue. La frustration, elle est saine et structurante pour le cerveau. L'enfant doit faire le deuil de son désir. Donc on n'achète pas le jouet pour acheter la paix. Surtout pas. Le rôle du parent, c'est de maintenir le non, tout en accueillant la colère. Le parent peut dire « je ne t'achète pas ce jouet, c'est ma décision. Mais je vois à quel point tu es furieux et tu as totalement le droit d'être en colère contre moi. » Donc on sépare l'objet du ressenti, on ne punit pas l'émotion. Exactement. Et là, l'enfant intègre une leçon incroyable. Le monde ne pliera pas à ses exigences, mais ses émotions seront toujours respectées. Le lien d'amour n'est pas menacé par sa colère. Au lieu de ça, la plupart du temps, l'adulte punit la colère et ajoute du rejet affectif par-dessus la frustration. C'est la double peine. Il y a un autre exemple dans le livre qui pique un peu l'ego. C'est l'histoire d'une petite fille de 2 ans qui fait tomber un verre. Le verre se brise. La mère, épuisée par sa journée, explose et hurle sur la gamine. Et on ressent tous une pointe de culpabilité en lisant ça, parce qu'on a tous craqué de fatigue un soir de semaine. C'est clair. Mais l'idée, c'est pas de culpabiliser, c'est de regarder l'impact. L'enfant est déjà terrifié par le bruit du verre, et soudain, sa figure d'attachement, son parent protecteur, devient un prédateur hurlant. Son estime d'elle-même s'effondre pour un bout de verre. C'est la question choc de l'auteur. Qu'est-ce qui est le plus précieux ? Un sol impeccable avec un verre à 2 € ou la confiance inébranlable de l'enfant en son parent ? Le message que le cerveau de l'enfant enregistre, c'est « l'objet a plus de valeur que moi, je ne mérite l'amour que si je suis parfaite ».
Et comprendre ça, ça donne envie de changer notre langage au quotidien. Dans le feu de l'action, quand on est fatigué. Justement, parlons de la pratique. Sur la gestion de la peur, le livre parle d'un père sur une plage. Il veut que son fils de 2 ans monte dans un bateau gonflable pour s'amuser. L'enfant est terrifié par les vagues. Il panique. Et le père le force. Oui, par fierté ou en pensant l'endurcir. Et le résultat est cata. Ça traumatise le gamin et ça ancre une phobie de l'eau. Parce qu'on ne raisonne pas la peur par la force. La vraie solution, selon l'ouvrage, demande d'abandonner un mot très spécifique de notre vocabulaire. Il faut bannir le mot « pourquoi Attends, quoi? Ne plus demander pourquoi? » et non. Mais c'est la base de tout. Le fameux pourquoi tu as tapé ton frère, pourquoi tu pleures. Si je demande pas pourquoi, comment je lui apprends la logique de ses actes? C'est une super question, mais ça suppose que l'enfant a le même cerveau qu'un adulte. Or, la neurologie prouve que non. Imagine que le cerveau d'un tout petit est une maison en construction. Ok, je visualise. Le rez-de-chaussée, c'est le cerveau limbique, les émotions brutes. Lui, il est terminé à la naissance. Par contre, le deuxième étage, les lobes frontaux, la logique, la rationalité, c'est un chantier. Les escaliers n'existent même pas. Donc, quand je lui demande d'expliquer logiquement pourquoi il pleure, Tu lui demandes d'aller à un étage qui n'existe pas. C'est neurologiquement impossible. L'enfant est coincé au rez-de-chaussée. donc il n'a aucune idée du pourquoi? Aucune. Mais il veut te satisfaire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il invente. Il fabrique un mensonge absurde. Et l'adulte va argumenter sur cette fausse excuse et rater complètement la vraie détresse. C'est brillant. Donc, si on vire le pourquoi, on dit quoi à la place? De la description factuelle, de l'empathie. On dit « que se passe-t-il » ou « qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ?» Le pouvoir de la reformulation. Il y a l'exemple du jouet cassé. Un enfant arrache le bras de sa figurine. Le réflexe pavlovien de l'adulte, c'est de minimiser. Allez, c'est juste un bout de plastique, on va mettre de la colle. Ce qui invalide totalement sa tragédie. C'est ça. Mais si on se met à sa hauteur et qu'on dit « Je vois que tu es très triste et furieux parce que le bras est cassé. Tu y tenais beaucoup. » L'effet est magique. L'enfant se sent compris instantanément. Il n'a plus besoin de hurler plus fort pour prouver l'intensité de sa douleur. La fameuse soupape s'ouvre. Mais le livre va plus loin pour les gros débordements physiques, comme les grosses colères. L'astuce du coussin de la colère. C'est génial, ça. Ah oui, c'est pas du tout le concept humiliant d'aller au coin. Non, c'est pour l'adrénaline. Voilà. La colère libère de l'adrénaline, le sang va dans les muscles, le corps est prêt au combat. Dire à un gamin rempli d'adrénaline de s'asseoir et de se calmer, c'est ignorer la biologie. Il faut une décharge motrice. Exactement, le coussin de la colère ou un espace dédié offre un exutoire. Mais avec un cadre strict, hein, c'est pas l'anarchie totale. Bien sûr, la règle c'est ta colère est autorisée, tu peux taper de toutes tes forces sur ce coussin. Par contre, il est interdit de faire du mal à quelqu'un, à toi-même ou de casser les objets de la maison. On apprend à canaliser la violence au lieu de la refouler. C'est ça l'intelligence du cœur. C'est fou parce que, quand on prend un peu de recul, ça demande d'être un miroir émotionnel fiable. Et le défi monumental pour nous, les adultes, c'est que pour être un bon miroir, il faut nettoyer nos propres tâches. Faire la paix avec notre propre passé. Ne pas présenter la facture de nos parents à nos propres enfants. Et l'auteur insiste beaucoup pour déculpabiliser. Le but, c'est pas d'exiger des parents parfaits. La perfection, c'est toxique. Ce qu'il faut, ce sont des adultes authentiques et responsables. Qui ont le droit d'être épuisés et de craquer, du coup. Exactement. Mais qui ont la maturité d'aller s'excuser, de dire « pardon, j'étais fatigué, j'aurais pas dû te crier dessus comme ça ». Et ça enseigne la justice et l'humilité à l'enfant. Franchement, ça donne tellement envie de lire le livre en entier pour apaiser le quotidien familial. C'est un outil précieux. Et pour clore cette exploration, il y a une pensée vertigineuse qui se dégage du livre et qui dépasse largement le cadre du salon familial. Ah, vas-y. Si on accepte que les larmes et les rages à l'enfant sont ces mécanismes physiologiques pour guérir des injustices, que doit-on penser de notre société actuelle quand on regarde les adultes qui dirigent le monde d'aujourd'hui? Leur jeu d'ego, leur besoin de domination, leur manque d'empathie. On peut se poser la question. C'est vrai que vu sous cet angle, Ne sont-ils pas au fond secrètement pilotés par des décennies de pleurs étoufflées? Et si la violence du monde adulte n'était que le symptôme de millions d'enfants intérieurs terrifiés, à qui l'on a autrefois ordonné de se taire? c'est une perspective assez effrayante, mais tellement pertinente. Une vraie réflexion à méditer lors de votre prochain passage à la caisse du supermarché. C'est tout pour notre plongée d'aujourd'hui dans ce livre passionnant. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle exploration.